bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois Madame la Présidente de France Association Santé, en la personne de Madame Jeanne Émérante de France. Bonjour Madame la Présidente. Bonjour Monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous expliquer et nous dire déjà présenter cette association France Asso Santé. Voilà. Alors il s'agit de quoi exactement? Alors France Asso Santé, avec le slogan La Voix des usagers, est un collectif d'associations ayant pour mission d'informer les usagers et les associations évidemment qui sont membres sur les différents droits. Parce que les usagers du système de santé, c'est-à-dire les personnes certes qui sont malades ou juste patientes, mais également les proches, c'est-à-dire vous et moi, quoi. Oui, bien sûr. Actuels ou potentiels. Et le système de santé, ça n'est pas uniquement que les établissements de soins, mais ce sont également tous les établissements médico-sociaux. Oui. Et ce sont vraiment tous ceux qui interviennent dans votre parcours de santé. Et le parcours de santé, vous avez besoin des médecins libéraux, vous avez besoin des infirmiers, vous avez besoin de tous les professionnels qui gravitent autour de la santé, orthopédistes, enfin tout. Voilà. Donc, dès l'instant que vous entrez en relation avec ces professionnels de santé, eh bien, vous avez des droits et vous êtes sur le même plan d'égalité, parce qu'on parle maintenant de démocratie en santé. Et le paternalisme médical, où le professionnel de santé était le sachant, l'expert, et puis l'usager étant quelqu'un de faible, ce paternalisme-là a été éradiqué déjà par la première loi de mars 2002, la loi Kouchner, qui a dit les usagers du système de santé ont des droits, il faut les respecter. Et comme ces droits n'étaient pas respectés, alors les deux autres lois très importantes de 2016 de modernisation du système de santé et celle de 2019 de transformation du système de santé ont encore mis en place des dispositions pour faire en sorte que les droits des usagers soient respectés et que les usagers deviennent des acteurs de leur santé. Alors on dit chez nous que ravette pas ni raison devant poule. Donc quelqu'un qui est malade, face à lui, un sachant, un médecin, un professeur ou une infirmière, effectivement, il est un petit peu désarmé face à tout ça. Et c'est très intéressant ce que vous dites là, parce qu'avec ce que nous vivons avec cette pandémie de Covid, beaucoup de personnes se retrouvent, personnellement, je ne suis pas là pour parler de ma famille, mais on a eu dans ma famille quelqu'un de très malade qui a eu besoin d'être oxygéné à la maison, tout ça. Et nous avons été très contents d'avoir une responsable infirmière compétente qui nous a bien expliqué, bien guidé. Et je suppose qu'on lui doit beaucoup. Donc c'est très important. Je ne savais pas que cette association existait. Vous ne lui devez rien du tout. Parce non, non. Sinon ma reconnaissance. Non, voilà, c'est remerciement. Parce qu'en fait, je le dis exprès comme cela, parce qu'il faut que les usagers comprennent que on est dans un contrat et avec deux personnes. Parce que le professionnel de santé, il est un expert parce qu'il a fait des études. Mais pour que son expertise soit effective et efficiente et efficace, il y a en face de notre expert qui va dire, mais là, ça a fait mal là, mais l'aime pour médicament, là, manque à ceci, etc. Le professionnel de santé ne pourra pas exercer son expertise si en face de lui, l'autre expert de son corps ne s'exprime. Bien sûr. Et puis, ce dont vous venez de dire, ça a été le respect de votre droit à l'information, c'est tout simplement. D'accord. Alors, vous avez eu l'aimabilité de nous faire avoir un petit film vidéo. Enfin, c'est pas vraiment un film, mais en tout cas, ça permettra de mieux comprendre. Et puis, vous nous expliquerez après, Madame la Présidente, absolument, des informations qui sont importantes à développer. Absolument. Je vous remercie. On regarde le film, Manuela. La sécurité des patients, agissons ensemble. La sécurité des patients exige qu'une démarche constante et transparente soit conduite dans tous les milieux de soins pour l'existence d'un climat de confiance. Pour les professionnels de santé et médico-sociaux, il s'agit d'améliorer continuellement la qualité et la sécurité des procédures de prise en charge et de soins, c'est-à-dire prévenir et réduire les risques infectieux, les erreurs et les préjudices associés aux soins, protéger les patients par la fiabilité et le respect de protocoles dans le cadre des soins, gérer et optimiser les différents parcours,
plus particulièrement en période de crise. Favoriser la communication entre soignants et soignés. Faire du patient un patient actif dans sa prise en charge. Le patient acteur agit également à plusieurs niveaux. Il veille à la vérification de son identité à tout moment. Il s'assure de l'application des mesures d'hygiène, comme le lavage des mains. Il vérifie le bon usage de ses médicaments. Il fait entendre sa voix pour le respect de ses droits. Ensemble, assurons la sécurité des patients qui renforce et améliore l'efficacité du système de santé, rassure les patients et restaure la confiance et la communication entre tous les acteurs. Ceci est un message de prévention de France Asso Santé Martinique. C'est un message très important. Alors, avant, on entendait parler surtout de maladies nosocomiales. Voilà, on entendait parler de ça tout le temps. Mais quels étaient les droits des patients qui étaient atteints de cette maladie? On ne savait pas. Alors, certains disaient, on va attaquer l'hôpital ou le médecin ou le chirurgien. Et d'autres disaient, oui, mais non, laisse tomber parce que ceci, cela. Aujourd'hui, quels sont les droits, les devoirs? Enfin, comment ça se passe, Madame la Présidente? Alors, avant de répondre à cette question précisément, je vais juste vous dire que l'usager, le patient, le malade, il a plusieurs droits. Le droit à l'information, il faut qu'on l'informe de ce qu'on va faire. Et puis, il doit consentir à tout ce qu'on doit lui faire. Mais pour qu'il puisse consentir, et le texte dit consentement éclairé, il faut que les informations qu'on lui donne soient compréhensibles, soient à sa portée. Est-ce que vous savez, par exemple, que avant que le médecin vous prescrive quelque chose, il doit vous expliquer, dans votre cas, il y a tel problème, tel soin possible qui coûte tant, vous serez ou pas remboursé, etc. Donc, une fois que l'usager a été informé, il donne son consentement éclairé, et à ce moment-là, le professionnel peut agir. Mais même lorsque le professionnel agit, l'usager doit être très vigilant. Il doit être très vigilant, parce que vous avez parlé de maladies nosocomiales, c'est-à-dire qu'on arrive à l'hôpital, on n'a pas de fièvre, on n'a pas, etc., et puis on chope une bactérie, un virus, qu'importe, et bon, maintenant, comment prouver que c'est à l'hôpital que vous avez eu ça? Si initialement, vous n'aviez pas fait en sorte d'avoir des investigations qui montrent que vous n'avez pas de fièvre, etc., et que vous veillez bien que ça soit bien noté, sur la petite feuille, si vous êtes hospitalisé. Mais on a tendance à faire confiance aux médecins, à l'infirmier ou à l'infirmière. Alors, ça tombe très bien, parce que nous sommes dans le cadre de la semaine de sécurité du patient. Et pourquoi est-ce que cette semaine a été mise en place depuis 12 ans? C'est parce que pour que les soins soient efficaces, soient efficients, il faut qu'il y ait une confiance entre ces deux partenaires, entre ces deux contractants, on va dire. Parce que c'est un vrai contrat. Et pour faire confiance, il faut par exemple, que les protocoles soient respectés. Exemple, est-ce que le personnel soignant, se lave les mains après chaque acte, entre chaque personne? Oui. Donc, je dois être vigilant. Je dois être vigilant pour une intervention chirurgicale, bien dire je suis bien Madame Defoy, Jeanne et Méante, je dis les deux parce que j'ai des homonymes, et deux fois Jeanne, je viens pour telle chose, il ne faudrait pas que ça soit, le soignant qui me dise vous êtes bien Madame Defoy, non. vous annoncez, ensuite que vous vérifiez. Récemment, je vois noter gauche pour un œil et droite, alors que c'est l'œil gauche. Je dis, mais c'est l'œil gauche qu'on doit... d'accord? Et nous avons récemment eu un patient... Alors, heureusement pour la Martinique, c'est un Martiniquais qui était allé se faire soigner en Guadeloupe, parce qu'effectivement, on a un vrai désert médical pour tout ce qui concerne l'ophtalmologie. Alors maintenant, il y a un centre qui a été mis en place en Martinique, et la prise en charge, on peut avoir un rendez-vous en très peu de temps. On peut voir un ophtalmo en moins d'un an maintenant en Martinique. Ah oui, c'est très récent. C'est une bonne nouvelle, depuis le mois de juin,
il y a un centre, il y a un centre avec plusieurs ophtalmos, et j'ai un patient qui m'a dit qu'en fait, il a appelé, il était d'ailleurs tout surpris parce qu'on lui avait donné un rendez-vous 15 jours après. D'habitude, on dit on prend même plus de patients. Voilà. Voilà. Et c'est pour cela que ce patient martiniquais a pu avoir un rendez-vous beaucoup plus rapidement en Guadeloupe, et il est allé en Guadeloupe. D'accord. Et on l'opère, alors il va pour un œil, et on l'opère. Donc, quand il se réveille de l'anesthésie, il dit, mais c'est bizarre, pourquoi je vois trouble dans l'œil, dans l'œil qui n'a pas été opéré. Et quand il pose la question, il se rend compte qu'il y a une erreur. Il est anesthésié de nouveau. Alors, sécurité du patient, là, c'est pas recommandé du tout, même interdit, sans toujours rien lui dire. On opère de l'autre œil. Il a des séquelles parce qu'il a des séquelles. Et pour prouver tout cela, il a eu beaucoup de mal. D'ailleurs, il est venu pour qu'on puisse l'accompagner pour répondre à votre question. Parce que quand il y a... Là, c'est une erreur médicale. Et justement, dans la liste des actes qui constituent des erreurs et qui mettent à mal la sécurité des patients, il y a effectivement cela. Il y a l'erreur déjà de patient. Parce qu'on peut dire, tiens, c'est telle personne. J'ai aussi un autre cas où elle est là et elle voit que ce n'est pas son dossier. Et le médecin est en train de lui dire, oui, vous avez telle chose, machin, etc. Elle lui dit, ça, c'est pas moi, ça. Et effectivement, ça n'était pas son dossier. Alors, on a vu des fois dans des séries ou dans des films quelqu'un qui rentre pour être opéré de la jambe droite et on opère la jambe gauche. Je pensais que c'était un film, mais ça se fait dans la réalité. Dans la réalité. Et justement, les principales erreurs médicamenteuses, c'est répertorié parce que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a même mis en place une démarche, et justement cette démarche qui pour sécuriser tous les soins et tous les actes médicaux et les actes de soins, parce qu'on avait constaté que sur 21 000 erreurs médicales et corrigées, les patients avaient fait l'objet de conciliation parce qu'il fallait quand même pour la réparation. Et donc, l'erreur de patient, ça c'est une première erreur. L'erreur de médicaments, ou alors de surdosage. Combien de surdosages pour les cancers, notamment les doses quand on donne la chimio, ou alors et puis même les modalités même d'admission. Donc, et c'est pour cela que nous avons voulu mettre l'accent vraiment cette année par les médias, puisqu'on ne peut pas faire du présentiel, pour appeler l'attention évidemment des soignants, mais des soignés, pour qu'ils sachent qu'un acte de soin n'est pas l'apanage uniquement d'un professionnel de santé, de soins, et que lui, en tant que patient, lui ou elle a des droits, mais a surtout des obligations de faire respecter ses droits et de faire respecter ses droits. Et vous dites ça, Madame la Présidente, mais moi-même, pour être allé en pharmacie, il n'y a pas si longtemps que ça, on ne manque plus comment prendre le médicament. Et quand vous regardez l'ordonnance du médecin, c'est incompréhensible. Même si c'est maintenant, l'ordonnance sort par ordinateur, donc ça va. Mais quand un médecin écrit, bonjour, pour comprendre. Et si la pharmacienne ou pharmacienne n'écrit pas sur la boîte, on peut se tromper. Absolument. Et c'est pour cela que le dialogue entre le personnel soignant et le patient est très important. Et il est important aussi que le patient puisse comprendre ce qu'on lui dit. Bien sûr. Et qu'il le note. Ensuite, le pharmacien, quand le pharmacien lui donne les médicaments, il faut également qu'il lise avant de prendre les médicaments. C'est ça. Il faut qu'il lise. Il ne faut pas faire confiance à 100% parce que chacun a le droit à l'erreur. D'accord ? Et on doit être acteur de sa vie, j'allais dire, acteur de sa santé, de son parcours de vie, de son parcours de santé. Et à chaque étape de ce parcours, eh bien, on a des actes, une posture à avoir face à ce contractant, parce qu'on est des co-contractants, le soignant et le soigné. Non, je souris parce que,
J'ai plein d'anecdotes sur ça, mais cette semaine, je vais en pharmacie pour récupérer une ordonnance pour une proche à qui il faut un certain nombre de comprimés matin et soir. Et pour un mois. Et la boîte, il n'y a pas pour pouvoir faire matin et soir. Et j'ai eu le temps de partir. Il a fallu que, heureusement que la patiente a vu ça, il a fallu que je retourne pour dire, excusez-moi, mais ma prescription dit que. Et c'est vrai que même moi, j'aurais dû lire l'ordonnance au moment où on m'a donné les médicaments. Voilà. Et je vous dis, hein, c'est cette préoccupation de se dire que la personne qui est en face de vous, c'est un professionnel, c'est un sachant, donc c'est lui qui sait. Et vous, vous exécutez derrière. Voilà. Ouais, je comprends. Et pourquoi c'est important? Parce que, comme je l'ai dit, vous êtes un expert de votre corps. Oui. Vous êtes un expert de votre corps. Et d'ailleurs, dans la loi de 2019 de transformation du système de santé, on a créé une catégorie de patients, les patients experts. Et dont la parole doit être entendue et prise en considération dans le cadre de l'amélioration du système et de toutes les étapes. Donc, pourquoi on parle de sécurité? Quand on se sent en sécurité, c'est parce qu'on a confiance. C'est ça. Et parce qu'on se dit, je ne serai pas en danger là. Alors, est-ce qu'actuellement, cette obligation de sécurité qui fait partie, alors ce droit à la sécurité fait partie des 14 droits fondamentaux qui ont été mis en place par l'Europe, la charte de l'Europe, la charte des droits fondamentaux des usagers, et qui a inspiré justement toutes ces lois de la France. Donc ces 14 droits ont eu leur déclinaison dans les lois françaises. Il y a quelque chose qui m'étonne toujours, c'est que le médecin, le chirurgien ou l'infirmier vous demande vous avez mal, mais est-ce que vous pouvez évaluer entre 1 et 10? Est-ce que vous pouvez dire, mais comment vous pouvez faire ça? Parce qu'en fait, vous avez mal, donc je ne sais pas comment on dit quand j'ai mal à 2, à 5, à 10%. Quoi, hein. Mais justement, alors, je souris parce que j'ai eu également à leur dire, votre évaluation avec les chiffres là, ça n'est pas compréhensible. Hein? Comment je sais si je suis à 1? Elle me dit, mais justement, que ça leur permet, en fonction, parce que très souvent, on peut exagérer, j'ai mal. Voilà. Enfin, c'est pas... c'est supportable, c'est pas supportable, qu'est-ce qu'on ressent. Donc, c'est pour qu'en fait, que le patient puisse décortiquer. Parce que quand on lui demande si c'est de l'ordre de 10, bon, il doit comprendre que c'est une douleur extrême qui est supportable. Et puis dire, ça me picote, ça fait ci, ça fait ça, c'est ça. C'est justement pour lui permettre de participer à l'évaluation du mal, de la maladie, pour que l'expert qui a de la théorie puisse se dire, bon là, c'est 10, donc on va lui proposer ça. Et puis, il faut aussi dire toutes ces allergies, parce qu'en fait, vous pouvez mourir. Hein. Bien sûr. Vous pouvez mourir si vous êtes informé que vous avez une allergie et que vous ne pensez pas dire cela au médecin, que vous ne lisez pas qu'en cas d'allergie, etc. Eh bien, on a déjà perdu des patients comme ça. Alors, justement, est-ce que votre association accompagne ces patients qui ont subi une désinformation, ou bien un manque d'information et que tout ça ait conduit à des erreurs médicales? Alors, ça me permet de vous parler également du droit de désigner une personne de confiance. C'est ça. Parce que très souvent, on est effectivement affaibli et face au médecin qu'on considère comme un dieu, on n'ose pas parler. Et la loi permet de désigner une personne de confiance. Cette désignation est même obligatoire quand vous entrez dans un établissement de soins. Donc, si on ne demande pas quelle est la personne de confiance avec ses coordonnées, c'est une erreur. Alors, moi, je croyais que la personne de confiance qu'on demandait était là simplement parce que vous allez être opéré et que vous allez vous réveiller un petit peu, vous ne saurez pas trop où vous êtes, et que c'est une personne de confiance qui doit venir vous récupérer de manière à ce que vous ne conduisiez pas un véhicule, et que je ne savais pas que cette personne pouvait intervenir en amont. Cette personne que vous désignez est là pour vous accompagner. Et si le médecin vous dit que vous devez entrer tout seul, vous lui dites non, c'est ma personne de confiance que j'ai désignée et qui est là, qui va entendre et qui va m'aider à bien comprendre les informations et surtout à exprimer mon consentement. D'accord. Puisque très souvent, on est affaibli et on désigne quelqu'un qui accompagne et qui pourra dire, lorsque je serai
pas en mesure de m'exprimer, de dire, voilà, je suis la personne de confiance, monsieur, madame est tel, vous voulez de ça, etc. Et puis l'autre chose aussi, l'autre doit de rédiger ces ces directives anticipées. C'est-à-dire que vous disiez, moi, s'il m'arrive un accident, s'il m'arrive quelque chose, si je ne suis plus en mesure d'exprimer ce que je ne veux pas qu'on fasse telle chose, je préfère mourir, je préfère lâcher. Si on doit m'amputer, je ne veux pas être amputé, je préfère mourir que d'être amputé. Ça s'appelle aussi la rédaction des directives anticipées. Et on est donc un acteur, on désigne quelqu'un qui accompagne, qui va permettre de comprendre, droit à l'information, de m'exprimer, d'accord, et puis de bien voir, vérifier que tout ce que vous avez demandé sera respecté. Et puis, c'est-à-dire de ne pas faire de don d'organes ou ce genre de choses. D'accord. Et ce qui, alors, un autre droit qui est important, et tout cela, vous consignez tout ça dans votre dossier médical partagé. Et pourquoi il est partagé? C'est parce qu'en fait, quel que soit le professionnel de santé qui intervient, tous les professionnels doivent avoir les mêmes informations. Alors, sachez que cet espace, ça va s'appeler à partir de 2022 l'espace numérique en santé. Et dès l'instant qu'un enfant va naître en 2022, cet espace sera ouvert. On n'aura plus besoin du carnet de santé bleu. Mais non, mais c'est le carnet de santé. C'est le carnet de santé. C'est le carnet de santé numérique. Maintenant, tous ceux qui sont nés avant le 1er janvier 2022 doivent choisir d'ouvrir cet espace numérique de la santé. Et je recommande cela parce que, en fait, voilà de la sécurité, voilà un élément de sécurité où il y a un peu moins de risques qu'on se trompe. Ne serait-ce que sur les médicaments à prodiguer en cas d'allergie, etc. Ou quel membre opéré. Voilà, ou quel membre opéré. Et donc, sécurité des patients, c'est-à-dire que tout doit être fait pour que le patient ait confiance dans le professionnel et dans les établissements où il se rend. Et cette confiance, il doit lui-même vérifier son identité, surtout les protocoles, le respect des protocoles, puisqu'il y a dans le parcours, chaque fois des protocoles qui sont mis en place. Donc, il doit vérifier cela. Il doit vérifier les médicaments, parce que, serait-ce que l'infirmière entre dans la chambre, il y a 2 malades, il peut intervertir les médicaments, etc. Il faut bien vérifier tout cela. Et surtout lorsqu'on met plusieurs médicaments dans un pullier, là, je crois. C'est ça. Voilà. Et puis, vérifier notamment tout ce qui concerne la qualité des soins. Parce que là aussi, chaque patient, chaque usager du système de santé doit avoir les meilleurs soins que possible. Et les soins, je vais dire, meilleurs et dernier cri, on va dire. Et parce qu'il y a le principe d'égalité. Oui. Mais maintenant, vous allez me dire, j'entends votre cerveau me dire, égalité, c'est un vœu pieux, puisque ceux qui sont nantis et qui peuvent aller se faire soigner dans les hôpitaux ultra équipés peuvent le faire, et les autres sont là, et notamment, on a des personnes qui bénéficient du RSA, ou alors de la ça s'appelle plus CMU, ça s'appelle PUMA maintenant, et qui essuient des refus de soins de la part de soignants parce qu'ils sont susceptibles, ou alors par rapport aux équipements pour dentaires ou optiques, etc. Mais un médecin a le droit de dire ça? Je ne vous accueille pas parce que vous avez la carte CMU? Non, justement. Et si le médecin dit cela, alors il y a toute une procédure. Il faut déjà écrire à l'ordre. Oui. Et si c'est dans le cadre d'un établissement de santé, il faut écrire au directeur pour dire que telle personne a fait ça, il faut écrire. Et il y a la commission des usagers qui analyse toutes les réclamations qui sont faites par les usagers. Et au sein de cette commission des usagers siègent des représentants des usagers. Donc le troisième personnage qui est là pour accompagner et le représentant des usagers qui siègent dans les instances et notamment dans les commissions des usagers des établissements de santé, qui analysent les plaintes et qui vérifient les solutions qui sont mises en place pour répondre à cela. Et donc,
le patient est un co-contractant. Et parce qu'il participe à l'amélioration de la qualité de la prise en charge. Il ne faut pas qu'ils disent, oui, c'est ce qu'ils nous disaient, on est dans un petit pays, après il y aura des actes de vengeance, donc je préfère ne rien dire, je ne veux rien écrire. Alors que c'est lui qui subit un problème. Voilà, non, mais, et puis il faut qu'ils se disent, je l'ai subi, donc en tant qu'acteur, je dois tout faire pour que d'autres ne subissent pas. Donc, en faisant ces réclamations, en faisant ces signalements, je participe à l'amélioration de la qualité de la prise en charge et donc je suis un acteur qui agit efficacement pour lui-même, mais également pour l'amélioration du système de santé. Madame la Présidente, merci, c'est très intéressant. Malheureusement, le temps qui nous est imparti, on me fait signe. En tout cas, Madame Jeanne Aimé Defoy, présidente de l'association France Asso Santé. On peut vous joindre à quel numéro de téléphone et à quelle est l'adresse de l'asso? Alors, l'association est hébergée dans les locaux de la Ligue contre le cancer à l'immeuble Le Trident à Montgérald. D'accord. Nous mutualisons justement, c'est un siège qui couvre toutes les associations. Et au numéro 0596 70 20 38. D'accord. Et nous tenons également des permanences à la maison des usagers qui se trouve en allant à l'hôpital Pierre-Zob d'Akitman sur la droite, et avec des permanences. Et nous pouvons accompagner les usagers du système de santé qui passent également par leurs associations, parce que nous sommes un collectif d'associations, 20 associations. Donc nous aidons les associations à mener à bien leurs actions et nous-mêmes nous accompagnons. Et vous pouvez être personne de confiance pour accompagner quelqu'un à l'hôpital si jamais ces gens-là estiment ne pas avoir de personne de confiance. Oui, absolument. Si la personne veut me désigner comme personne de confiance, il n'y a pas de problème. Pas de souci. Madame la Présidente, je vous remercie beaucoup d'être venue à Zouk Télévision nous expliquer tout ça. Merci. À très vite sur Zouk Télévision. Merci à Manuela.